y a le chien qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire mon intro? Je termine mon intro ou pas? Ok. Et on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan des films. Là, il n'y a vraiment que des films que j'ai vus le mois dernier, le mois de mai. Un mois qui a été marqué par le Festival de Cannes, auquel je n'ai pas été, bien évidemment. Mais j'ai pu en voir 3 qui étaient en compétition officielle. 3 films dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo qui a été diffusée dans les pâtés des grandes villes de France. Mais en dehors de ça, je vais vous parler des trucs qui sont sortis le mois dernier, des vieux trucs, des films de genre, des films d'auteurs. Bref, ne tardons pas et passons tout de suite au premier film. Et pour ce premier film, je vais vous parler d'une sortie qui a eu au cinéma durant le mois de mai, un film catégorisé comme film d'horreur, en quelque sorte, film fantastique. Ce sont Les Maudites de Pedro Martín Calero, film espagnol sorti cette année et que j'avais raté durant le festival Grindhouse dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, qui est donc un festival de fantastique, et que j'avais repéré comme ça déjà par son pitch, mais aussi par ses créateurs. Pas vraiment le réalisateur parce que je crois qu'il n'a pas fait grand chose, je me demande même si c'est pas son premier film, mais par rapport à la co-autrice de ce film qui est tout simplement Isabel Peña, une autrice que je suis particulièrement depuis son travail avec Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur de Asbestas notamment. Et donc, qu'est-ce que raconte Les Maudites? Ça raconte, comme son nom l'indique, comment Andrea, une jeune femme qui est étudiante en architecture, je crois que c'est ça, va du jour au lendemain, en quelque sorte, être hantée par une présence qui la suivrait et qui est invisible. Invisible, pas tout à fait, puisque par le biais de la caméra de son smartphone et de sa webcam, elle peut discerner une présence, en effet, qui est derrière elle assez constamment. Je vais pas aller plus loin dans le pitch, parce que comme ça garde le côté un peu archétypal de ce type de film, parce que oui, on a l'impression d'avoir entendu ce pitch un peu partout, mais il y a bien évidemment pas un twist, mais on va dire un twist de thématique à l'intérieur, puisque c'est peut-être jusqu'à présent l'un des films cette année qui traite le plus simplement et le plus frontalement de thématiques féministes en fait. Puisque, encore une fois, comme son nom l'indique, Les Maudites va traverser les thèmes de la malédiction d'un être femme, dans le sens de naissance, mais aussi par ce concept que l'on peut voir cette présence que par le biais de caméras, en quelque sorte. Il y a une réflexion qui est faite sur le male gaze au cinéma, de qu'est-ce que la caméra filme à l'insu des gens qui sont derrière, ou à l'insu des gens qui sont devant, et notamment cette menace masculine qui plane au-dessus des femmes. C'est très très intéressant comment c'est articulé en fait dans ce film. Et Isabel Peña, donc la scénariste de ce film, a encore une fois une très bonne idée de structure de récit, puisqu'on va suivre toute cette histoire de genre, de malédiction et tout ça, par une structure qui épouse un peu une sorte de généalogie, puisqu'on va suivre plusieurs personnages en chapitres en quelque sorte, comme pour retracer d'où vient le mal au départ. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus fort dans ce film, au point où ça arrive à une image finale très forte, très émouvante, je trouve, et qui fait éclore tous les thèmes du film pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué auparavant, mais qui aussi un peu à double tranchant pour ceux qui ont vu le film, parce que ça ne résout pas l'élément fantastique si on le prend au premier degré. Puisque, en effet, c'est peut-être le défaut de ce film-là, c'est en termes de réalisation, il ne sait pas trop où se placer. Là où le script est quand même, je trouve, assez direct dans ce qu'il veut raconter, la réalisation tente parfois quand même d'être juste purement un film de genre, mais ne le fait pas complètement. Et quand il est dans l'allégorie, la métaphore, pareil, ça ose pas aller frontalement dans les choses. Bon, en tout cas, mis à part cette indécision qui est propre un peu à un premier film qui a été coécrit, en tout cas, il y a des plans qui tuent quand même régulièrement dans le film et des idées de mise en scène quand même assez superbes. Et avec cette généalogie, ces femmes diverses aux 4 coins du monde et tout ça, il y a un côté inferno un peu de Dario Argento que j'aime beaucoup. Un autre aspect de la technique de ce film que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail du son. C'est vraiment le film cette année d'horreur, de fantastique, que j'ai trouvé le plus travaillé de ce côté-là. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui viennent de là, dans l'effroi qu'il pourrait y avoir devant ce film. En tout cas, ce film, Les Maudites, je vous le recommande vivement si vous êtes sensible à ces thèmes-là. Après, si vous cherchez un film d'horreur pour vous faire peur, c'est peut-être pas le plus jumpscare, même s'il y a 2-3 moments qui peuvent vraiment vous hanter plusieurs jours. Creo que me estoy volviendo loca. No, no digas eso. Es verdad. Estamos malditas.
J'ai rattrapé un film qui était sorti au mois d'avril et qui s'appelle Hard Truth dans sa version originale et Deux Sœurs dans sa version française, qui est le nouveau film de Mike Leith, réalisateur anglais que je ne connais pas assez, parce que, en effet, j'ai beaucoup aimé ce Hard Truth, qui est dans son pitch pas très intéressant comme ça à première vue, parce que c'est une étude de caractère. On suit ce personnage, Pansy, joué par Marianne Jean-Baptiste, une tête que moi je connaissais mais que je n'arrivais pas à mettre un nom dessus, et elle est incroyable dans le film. Donc ce personnage de Pansy est en quelque sorte une femme pas commode, vraiment, genre elle engueule tout le monde, elle est tout le temps dans le dark, elle est tout le temps en train de broyer du noir, elle est tout le temps en train de dire aux autres que c'est des cons, qui savent pas bien faire leur truc. Couplé à ça, il y a une espèce de phobie sociale, de phobie de l'extérieur qui l'habite, bref, un personnage qui est haut en couleur en quelque sorte, qui ressemble à des gens que l'on pourrait croiser dans notre vie. Et donc on va suivre un petit peu son chemin à elle, et ce qui est étonnant dans ce film-là, c'est que c'est pas tant qu'il y a une intrigue d'emblée comme ça, on va dire que le nœud de l'histoire arrive presque au bout d'une heure, sur un film d'1h40, c'est quand même assez long, et dit comme ça peut paraître peut-être pas très engageant pour le spectateur, et pourtant si, c'est même parmi les films que j'ai le plus aimé cette année, alors que je m'y attendais pas du tout, un peu comme les Moby Dick tout à l'heure. Car on a affaire à un cinéaste qui a quand même de la bouteille. Je n'ai pas vu tous ses films, mais c'est un cinéaste qui a plus de 80 ans en tout cas, et qui là, avec un micro-budget, un scénario qui tient sur un post-it en quelque sorte, te montre comment on fait du cinéma. Dès le départ, j'étais assez ébloui par les choix que Mike Leith fait, qui sont des choix qui sont pas visibles comme ça de prime abord, mais qui sont des choix de cadre, des choix de rythme, des choix de direction d'acteur. Parce que l'actrice est incroyable, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec cette actrice et avec des acteurs. Du coup, c'est très agréable à suivre et on se fait balader comme ça dans les tréfonds de cette personnalité complexe, très complexe et en même temps pas du tout, pour en arriver à des situations et des émotions qu'on voit rarement en fait au cinéma, car ça marche sur les non-dits, sur des choses que on peut vivre dans la vraie vie, mais qui sont très difficiles à transmettre par l'art et le cinéma. Je pense notamment, et c'est le nœud un peu qu'il y a dans le film, à une réunion de famille dans l'appartement de la sœur de Pansy. Bref, moi, ça m'a vraiment donné une petite leçon de cinéma, 1h40 qui passe comme ça. Encore faut-il rentrer dans l'histoire et les personnages, puisque bon, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui est assez négatif, qui peut paraître un personnage comique pour certains, je l'ai vu dire à droite et à gauche au départ du film, alors que non, pour peu que vous connaissiez ce genre de personnalité autour de vous, vous savez très bien que c'est pas si drôle que ça. C'est une souffrance. Eh bien, si vous avez l'envie de regarder ce type de film, je ne saurais que vous recommander d'aller voir Hard Truth, Deux Sœurs, ou de le louer en VOD, parce que c'est vraiment... C'est un film à décortiquer, je trouve, en termes de mise en scène, et en même temps, c'est d'une fluidité, d'une harmonie, comme seul un cinéaste de plus de 80 ans peut faire. Look at you! Fix your face! You're dealing with the public, handling people's food. Stop, please! Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich. Alors, je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais pas, auquel je vous ai parlé de Saturday Night Live, les 50 ans du Saturday Night Live. En parallèle de ces 50 ans du Saturday Night Live est sorti aussi un film. Alors, sorti en France finalement le mois dernier, mais qui est depuis l'année dernière, je crois, aux États-Unis, et qui s'appelle simplement Saturday Night, réalisé par Jason Reitman, qui est le fils de Ivan Reitman, qui est tout simplement le réalisateur des SOS Fantôme, ou encore d'Evolution, que j'aime beaucoup. Ce film où David Duchovny tue des extraterrestres avec du Head and Shoulder. Rien que ça devrait vous donner envie de regarder cette excroissance des années 2000, j'ai envie de dire. Et Saturday Night, film qui raconte la première diffusion du Saturday Night Live, comment s'est jouée cette première journée, et même j'ai envie de dire ces dernières heures avant la diffusion en live de la première émission du Saturday Night Live. Et donc c'est l'occasion pour le spectateur qui est fan de voir comment les acteurs jouent les acteurs de cette époque-là, que ce soit John Belushi, que ce soit Chevy Chase et compagnie. Et ma foi, j'ai trouvé le film très 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 bien, c'est bonne porte d'entrée, je pense, pour comprendre cette époque-là, cet humour-là, et tout simplement le Saturday Night Live. Mais il y a quand même un point de vue dans ce film, puisque, alors que ça démarre comme une sorte de film à la Aaron Sorkin, où il y a beaucoup de gens qui parlent, avec une caméra qui ne s'arrête jamais, c'est quasiment comme si c'était tout le temps du plan séquence, mais bon, c'est quand même coupé et tout, mais il y a une espèce de frénésie comme ça qui n'arrête jamais. Le concept de Jason Reitman là-dedans, et qui est plutôt bien fait, et que moi, je trouvais que ça avait de la valeur, c'est qu'il y a ce truc où le film peut basculer autant dans la farce
que dans le film d'horreur. Et ça, je trouve qu'il a trouvé quelque chose dans la frénésie, dans le fait de pousser les barrières de l'humour au plus loin. Il y a cette tension qui se fait et qui peut basculer dans un grand fou rire comme dans un truc où tu fais ça c'est pas propre, ça me fait peur. Donc ça c'est très très bien vu, compris et réalisé dans le film. Le casting, donc par rapport à cette première envie que l'on a quand on regarde ce genre de film, c'est voir comment ils jouent la vraie personne qui sont encore vivantes pour la plupart, eh bien c'est assez dingo, ils sont tous absolument géniaux. Par contre, puisque l'ambiance du film est dans ces eaux-là un peu creepy, bizarre, un peu hystérique et tout, quand il faut s'attarder sur les sketchs qui vont y avoir dans cette émission-là et qu'on montre presque dans leur intégralité pour certains, eh bien ça marche pas parce que c'est pas le même rythme et les acteurs font ce qu'ils peuvent pour essayer d'imiter leurs aînés. Mais je pense notamment à Andy Kaufman, parce qu'il y avait Andy Kaufman dans cette première, dont il y a déjà un biopic assez incroyable qu'il faut absolument voir si vous l'avez jamais vu, qui est Man on the Moon avec Jim Carrey. Là, j'avais un peu de la peine pour l'acteur qui doit jouer ce sketch qui joue justement sur le temps long et les silences et la gêne, alors que le film ne veut pas ça, ne veut pas s'arrêter, ne veut pas avoir cette gêne-là. Donc voilà. Saturday Night, c'est indispensable si vous aimez le Saturday Night Live, l'humour américain, ces années-là et tout, le casting et tout, c'est vraiment, vous allez passer un super moment. Par contre, je sais pas dans quoi je le catégoriserais. Mais comme œuvre comme ça, autour d'une plus grande œuvre, c'est quand même super intéressant. Oh shit, Lauren. It worked. Et en parlant d'approche un peu originale de cinéma, je vais vous parler d'un film qui m'a été recommandé dans les commentaires il y a un certain moment et qui est Strange Darling de J.T. Molnar, inconnu au bataillon, je me demande encore une fois si c'est pas un premier film. Film qui m'a été recommandé mais pas pitché, et d'ailleurs je ne vous le pitcherai pas, si ce n'est que vous dire un peu la situation de base, où il y a une femme qui se fait poursuivre par un homme qui a une arme, et voilà. Je sais, ça donne pas trop envie comme ça, comme histoire, mais le film, justement, part de cette image un peu abstraite que l'on a dans ce type de cinéma pour dérouler tout un truc hyper original, hyper déstructuré, d'essayer de comprendre qui poursuit qui est cette personne, qui est l'autre. Donc voilà, dès le départ, en plus de ce côté abstrait, il y a vraiment un style très très marquant, un truc où il y a des couleurs, où il y a du noir et blanc, où il y a des phrases un peu nébuleuses comme ça qui sont dites. Donc on sait qu'on est devant un film qui va être un peu artistique, qui va être un peu original, quoi. Et si je ne vous raconte pas l'histoire, c'est qu'en effet, la grande force de Strange Darling, ça repose sur les multiples twists qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a 14 000 durant tout le truc, puisque en plus de partir d'un postulat un peu comme ça, où on ne sait pas trop ce qui se passe, le film est en chapitres, mais en chapitres qui ne sont pas dans l'ordre. Qui plus est, il y a des changements de point de vue au milieu. Voilà. Et à la toute fin, il y a encore un dernier, on va dire, une dernière couche qui se révèle. Du coup, le film est tendu dans le côté que c'est à la fois un film de petit malin qui est pas très intéressant si ce n'est que par son high concept en quelque sorte, mais ça reste assez plaisant et les acteurs sont tellement à fond que à la fin, l'idée qui est à la fin remonte un peu l'humanité qu'il pourrait y avoir dans ce film-là et qui n'est pas du tout, puisque en jouant ce truc de déstructurer tout le récit, les personnages, la morale et tout, on en vient à la moitié du film à être un peu cynique sur ce qu'on est en train de regarder. On n'a plus du tout d'accroche avec les personnages. C'est très dur de comprendre comment fonctionne leur cerveau, quoi. Enfin si, on comprend, mais on n'y est pas attaché émotionnellement, quoi. Et à la toute fin, j'ai pas envie de spoiler ce qui est mon interprétation un peu de la toute fin, mais ça renvoie à même l'objet, qu'est-ce qu'il est, l'objet film. Je sais pas si c'est compréhensible comme ça pour des gens qui n'ont pas vu le film. Mais reste que s'il n'y a pas ce truc émotionnel qui m'est arrivé à moi, il y a quelque chose qui fait qu'on est actif. C'est un puzzle le film. On est là à attendre le prochain chapitre pour savoir qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai supposé. Voilà. Un des défauts qu'il y a aussi, j'ai trouvé dans Strange Darling, c'est qu'il y a des moments où le film veut aller vers le gore, mais n'y va pas complètement. Est-ce que c'est par manque de moyens ou est-ce que c'est justement parce que ça aurait fait un truc de plus, on va dire. Déjà que c'est une accumulation de plein d'idées. Reste que c'est quand même une petite curiosité comme ça que je vous recommande si vous voulez voir des films différents, des films qui sont construits comme vous avez jamais vu. Donc Strange Darling, merci pour la recommandation, c'était quand même assez chouette, je me suis amusé dedans.
Are you a serial killer? Le mois dernier, je n'arrive toujours pas à me consoler de la mort de David Lynch, alors du coup j'ai regardé Elephant Man, son film dont on dit de lui qui est le plus abordable, celui qu'on peut le plus recommander à quelqu'un d'autre. Ça faisait un moment que je l'avais pas revu, et quel chef-d'œuvre! Quel chef-d'œuvre, oui, c'est même pas juste le film le plus recommandable, on va dire, de David Lynch pour essayer de rentrer dans son univers. C'est un film qui est recommandable tout court dans l'histoire du cinéma. Si on aime le cinéma, il faut voir Elephant Man. Ça fait partie des 100 000 films, je sais pas, indispensables. J'étais encore une fois extrêmement ému. C'est peut-être la chose qui est la plus, d'ailleurs, rebutante, je pense, à voir Elephant Man, c'est que ce que cela traite et comment c'est traité, ça peut être très dur émotionnellement et ça peut créer soit une déflagration de pleurs, d'émotions devant le film, autant que ça peut peut-être créer une barrière chez d'autres personnes, de dire non, ça ne m'atteint pas, parce que Elephant Man est un miroir déformant de son spectateur. Constamment. Moi, ça fait partie des films que je trouve parfaits en tout point, dans tous ses choix. Le noir et blanc, comment il est fait, l'interprétation, le rythme qu'il y a dans le scénario. On se fait pas chier une seule seconde alors que le thème est un peu particulier. La musique, les choix de scène, la mise en scène, comment est choisi de mettre les acteurs dans le plan, quoi. Le film est à la fois hyper esthétique et à la fois hyper, immersif pour le spectateur, où on se pose pas la question d'où est placée la caméra et qu'est-ce qui est fait avec la caméra. Donc voilà, Elephant Man, si vous avez jamais vu Elephant Man, immense chef-d'œuvre. Après, il faut préparer les mouchoirs quand même, si vous avez un tant soit peu du cœur quelque part dans votre corps. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Le mois dernier, j'ai découvert un film très ancien, qui date des années 70 et qui s'appelle Les 4 de l'Apocalypse, un film de Lucio Fulci, cinéaste qui, bizarrement, je ne connais pas tant que ça, et je passe par un film qui est pas forcément significatif de sa carrière, mais qui est quand même reconnu, puisque c'est un western, là où Lucio Fulci est plutôt un réalisateur de films d'horreur, de films gore même. Là, il fait un détour par le western, et j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est peut-être pas pour tout le monde, puisque on suit comment un joueur de cartes, un peu voleur, un peu menteur, se retrouve emprisonné en arrivant dans une petite bourgade au milieu de je sais plus d'où. Et dans cette bourgade, c'est le tout début du film, le shérif décide de faire une espèce de purge. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire de tuer tous les gens qui à l'intérieur de cette ville, qui sont des brigands, des gens qui font le désordre, quoi. Et donc, lui, qui est emprisonné avec 3 autres personnes, se retrouve libéré après cette purge-là, puisqu'il n'y a plus personne, et puis cassez-vous. Et donc c'est là où on va suivre l'itinéraire de ces 4 de l'Apocalypse, donc 4 brigands, gens qui sont en dehors de la société, en dehors des lois qui sont imposées par les hommes dans l'Ouest, qui vont se créer comme une petite famille au fur et à mesure de leur escapade, comme ça, et au milieu de leur chemin, ils vont rencontrer Pacho, je crois que c'est ça, un être assez étrange qui va les aider à chasser des choses pour pouvoir manger et qui connaît très bien le terrain, qui est interprété par cet acteur qui est complètement fou. Et à partir de là, leur destinée va changer un petit peu. Voilà, je sais pas si je l'ai bien pitché, mais en tout cas, c'est un pur western de genre coloré avec des personnages vraiment très très marqués dans leur caractère. On est dans le profane et le sacré qu'adorent mélanger les Italiens dans ces époques-là, avec autant des choses qui sont très belles, qui sont très élégiaques, autant que des choses qui sont de l'ordre de vraiment le caca, le pipi, le sang, le cul, des choses vraiment très très basses comme ça. Et voilà, il y a dans ce film, en dehors de son titre, Les 4 de l'Apocalypse, une vraie sensation comme ça de voir des êtres damnés qui sont dans une espèce de purgatoire comme ça, qui sont en train de traverser les enfers en quelque sorte. Et ce personnage de Pacho qui est le diable incarné en quelque sorte, qui est un personnage hyper marquant dans le film et je pense dans l'histoire du cinéma, parce qu'on me l'a fait remarquer, c'est que son design ressemble étrangement déjà à Jack Sparrow. Il n'y a pas que du Keith Richards dans Jack Sparrow, mais quand on regarde ce gars-là, on se dit mais c'est ça, c'est le même gars. Donc voilà, Les 4 de l'Apocalypse a un vrai souffle picaresque, plus fauché qu'un Sergio Leone, clairement, plus tronqué aussi, j'ai vu une version qui est la dernière version, je pense, je sais pas, je connais pas du tout l'histoire de ce film dans sa distribution, une version qui du coup alterne avec la version française, qui est la version que je regarde moi quand je regarde des films italiens de cette époque, avec des versions en italien et en anglais, donc ça veut dire des trucs qui ont été coupés pour la version française et qui sont pas
et qui du coup enlève tout un pan de l'histoire, puisque vers la fin, il y a carrément tout un lore sur un village de miniers qui est incroyable, vraiment incroyable. C'est un truc qui fait presque tomber le film dans un aspect fantasy que moi j'ai adoré. Et en plus de ça, on a une musique qui ressemble à du America. Ça aussi, c'est un truc un peu de film populaire comme ça, de cette époque, où il y a de la folk chantée par-dessus et tout. Vraiment, il y a une espèce de charme dans ce film assez ouf. Et je m'y attendais pas, avec un certain sentimentalisme et un romantisme qui se déploie petit à petit comme ça, et qui à la fin, on se retrouve avec vraiment un truc tout mignon, presque. C'est très bizarre. Donc voilà. Les 4 d'Apocalypse, c'est trouvable, c'est recommandable si vous aimez ce genre d'atmosphère. C'est totalement du cinéma pas propre, mais avec beaucoup de caractère et beaucoup de personnalité. Et comme d'habitude, 2 salles, 2 ambiances. Après le film live d'un fumetti, eh bien j'ai regardé Le Maire. Je me trompe toujours dans le sens. J'ai regardé L'Arbre, Le Maire et la médiathèque de Éric Rohmer, film français de 1993 avec Fabrice Lucchini et Ariel Dombal, incroyable, et qui est un film très intéressant en fait. Il n'y est pas comme ça, puisque comme son nom l'indique, ça raconte comment le maire d'un village d'Île-de-France, je crois que ça se passe en Île-de-France, veut enlever un vieil arbre de ce village pour y construire une médiathèque qui a été notamment financée par Paris et l'État même. S'oppose à lui du coup le professeur, l'instituteur du village interprété par Fabrice Lucchini, qui par le biais d'un journal qui vient enquêter sur ça dans le village, va semer le doute sur le bien fondé de tout ça. Bon, je vous le pitch comme ça, mais c'est raconté d'une façon beaucoup plus libre, sauvage un petit peu. C'est un film qui est en chapitres, plein de chapitres, où on suit les points de vue des uns et des autres, et Éric Rohmer fait dans ce film, finalement, il décortique ce qu'est la politique. En tout cas, ce qui est la politique française de cette époque, mais de toujours. C'est-à-dire, j'ai quand même été assez étonné d'à quel point ça résonne avec aujourd'hui, ce film. Il parle plutôt de son côté à lui, j'imagine Éric Rohmer qui est plutôt la gauche, et il parle de tous les paradoxes qu'il peut y avoir entre les personnes se disant de ce côté-là. Et je suis pas du tout familier du cinéma d'Éric Rohmer, mais là, encore une fois, il y a un côté bourgeois quand même qui explique des choses aux gens par le biais de ce cinéma, et la vie elle est douce et tout ça, mais arrive à ancrer un truc assez cool, moi, qui m'a beaucoup ému dedans, c'est que par le biais de cette journaliste, qui est un peu le 3e personnage important de ce film, avec le maire et l'instituteur, et qui n'est pas Ariel Dombal, hein, elle joue la femme du maire, qui est un personnage très intéressant d'ailleurs. Par le biais de cette journaliste, Éric Rohmer fait un truc assez cool, c'est qu'il documente véritablement ce village dans lequel ils ont été tournés. C'est qu'on voit des vrais agriculteurs ou gens qui habitent dans ce village qui sont interviewés comme si c'était un reportage de l'époque. Et donc tout d'un coup, il y a une espèce d'éruption de réalité dans le film, où tout d'un coup, ça prend beaucoup plus de sens, ce qu'on est en train de regarder. J'ai pas pu m'empêcher aussi de penser, alors c'est un peu anachronique, et je sais pas si elle se dit de ce courant-là, mais ça m'a aussi fait beaucoup penser à du Alice Rohrwacher. Je le dis mieux maintenant, je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Surtout à la fin, où il y a une chanson et tout, j'ai trouvé ça très beau sur ce qu'est l'humanité. Enfin voilà, du coup si vous êtes un peu curieux du cinéma d'auteur français que l'on a conchié pendant des années, qu'on a dit que c'est ça, pourquoi le cinéma français c'est de la merde, ben sachez que quand on regarde un film comme celui-là, on voit à quel point ça a influencé plein de gens aujourd'hui. Moi j'ai parlé de Alice Walker, mais j'ai vu plein d'autres choses, notamment c'est une sorte de Le mal n'existe pas français dans les années 90, ce film japonais que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Donc voilà, si vous êtes curieux, si vous voulez voir un Éric Rohmer comme moi, alors que vous n'y connaissez rien, je pense qu'il est pas mal ce film. Enfin moi j'ai passé un bon moment devant, quoi. Même s'il y a des moments où ça parle énormément, et apparemment c'est ça la marque de fabrique d'Éric Rohmer, c'est que ça parle énormément, quoi. Mais je sais pas, il y a de la vie là-dedans, il y a un truc qu'il n'y a pas dans d'autres films, quoi. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes. Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire. Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût. Au mois de mai, j'ai enfin terminé ma ride Kelly Reichardt en regardant son tout premier film qui est River of Grass.
qui date de 1994, c'est-à-dire qu'entre son premier et son deuxième film, il y a quasiment 10 ans d'écart, je crois, et que j'ai tardé à voir parce qu'il était un peu à part dans sa filmographie quand on voyait le pitch, puisque c'est une sorte de relecture de Bonnie and Clyde, où l'on suit une femme qui se fait absolument chier dans son ménage, qui est un peu la bobonne, la mère des enfants de son mari, qui fait la rencontre d'un huluberlu un peu fucked up, marginal de sa ville, et qui tous deux, par une circonstance particulière qui est le nœud de l'intrigue, vont faire une espèce d'échappée comme ça, où il pense être, parce qu'il pense être poursuivi par la police. S'il est à part un peu dans la filmographie de Kelly Reichardt, c'est que c'est le seul film qu'elle n'a pas tourné dans l'Oregon, puisque elle n'est pas native de cet état-là, mais en y déménageant et en y habitant, c'est là où elle a commencé à faire toute sa filmographie pour essayer de voir quel est cet endroit où elle habite. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'il y a déjà dans ce premier film, c'est cet intérêt pour l'urbanisme, pour les gens qui se déplacent dans ces villes aux États-Unis. J'ai trouvé ça déjà très très fort dans ce premier film, qui, ma foi, est une assez bonne surprise, même si il a les défauts du premier film intelligent, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits moments esthétiques, de mise en scène, d'idées de montage, de nouvelles vagues, un peu comme ça, où vraiment c'est les clichés des premiers films des années 90, en quelque sorte. Des films indépendants américains des années 90, quoi. Mais, vu sa durée, 1h30, elle a fait toujours que des films courts, quand même, Kelly Reichardt. On prend plaisir à voir cette relecture, du coup, du Bonnie and Clyde ou de La Balade sauvage de Terrence Malick. Et d'ailleurs, ça m'a fait me dire que c'était peut-être l'influence principale de Kelly Reichardt. Terrence Malick, son rapport au territoire, son rapport à l'humanité, son rapport à l'histoire aussi. Je crois qu'il y a quelque chose à creuser entre ces deux cinéastes. Donc voilà, River of Grass comme L'Arbre, le Maire et La Médiathèque, c'est deux films que j'ai vus sur Mubi et qui ont été des belles surprises. Des trucs sur lesquels j'aurais pas été comme ça intuitivement et qui en fait sont des petites surprises très plaisantes. Mais entre les deux, le plus stylé, c'est quand même River of Grass qui est, voilà, il y a du style. On sent une cinéaste qui a du style. Et en plus d'être complet sur la filmographie de Kelly Reichardt, je le suis enfin pour celui de Shyamalan. Attendez, je crois que j'ai pas vu Avatar. Je crois que j'ai vu beaucoup de gens en parler, mais je crois que je l'ai pas vu. Merde, je suis pas complet en fait. Puisque j'ai vu The Visit, qui est signé le grand retour de Shyamalan à l'époque, et moi j'y croyais pas du tout, ça me donnait pas du tout envie, parce que The Visit est un found footage réalisé par le réalisateur de Sixième Sens. Pour moi, ça n'a aucun sens, puisque, d'ailleurs, il a montré par la suite, hein, c'est un cinéaste de composition, de plan, de découpage. Et The Visit commence un peu comme ça, où il faut vraiment quand même accepter certains postulats, certaines choses qu'on te met dès le départ et qui sont à peine croyables quand même, pour se laisser embarquer avec beaucoup d'humour. Ça, c'est assez étonnant. Enfin, on sait que Shyamalan est capable de ça, mais son humour tombait un peu à plat pour la plupart des gens la plupart du temps. Là, ça fonctionne quand même assez bien, je trouve. Et pour tout ça, pour nous offrir un dernier quart d'heure, mais d'une tension, je m'y attendais pas du tout. Voilà, rien que pour ces images qu'il y a à la fin, ces idées qu'il y a à la fin, le film vaut le détour et reste assez marquant. Mais pour moi, ça reste quand même peut-être un des films les plus oubliables de la filmographie de Shyamalan. Mais intéressant parce que très à part de la façon dont il aborde habituellement la réalisation de ses films, quoi. Avec l'idée de found footage. C'est toujours problématique cette histoire de found footage, mais voilà, vous avez compris. The Visit de Shyamalan, que j'ai vu sur Prime Video d'ailleurs. Voilà. Et on passe au Festival de Cannes, ching ching. Festival dont j'ai pu voir donc 3 films qui étaient en compétition officielle. Je me suis pas tapé du tout tous les films qui sortaient dans les pâtés Gaumont parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient plus ou moins, quoi, on va dire. Mais j'ai été voir, et ça a été pris avant qu'il l'ait, j'avais réservé ma place avant. J'étais voir la Palme d'Or, Un simple accident de Jafar Panahi. Je ne connais pas du tout les films de ce cinéaste, je les connais de loin, on va dire. Donc c'était pour moi l'occasion de rencontrer son cinéma et qui plus est sa Palme d'Or. Je tiens à dire quand même que je vais pas du tout extrapoler parce que les films vont sortir plus ou moins tardivement et on n'a pas tous la chance de pouvoir les voir.
Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que la Palme d'Or n'est pas volée. Hein. Bon, voilà, si vous vous posiez la question, moi ça je trouve que c'est un peu toujours débile de faire un jugement de il a mérité, il a pas mérité. Je sais pas si c'est ça qui prévaut dans le Festival de Cannes. En tout cas, c'est politique, ça traverse tous les thèmes paradoxaux, tous les thèmes brûlants qui ont un rapport à son pays, qui est l'Iran. Je trouve que c'est moins fort que les graines du figuier sauvage qu'il y avait eu l'année dernière, qui n'est pas exactement sur les mêmes thèmes, mais qui, je trouve, affrontait un peu plus les questions, là où l'un simple accident est une sorte de mise en scène presque théâtrale pour aborder ces sujets-là de manière un peu détournée. Quand ça sortira, allez le voir, mais je trouve que c'est un film qui se repose beaucoup sur son scénario, beaucoup moins sur sa mise en scène, même s'il y a quelques idées assez intéressantes qu'on connaît dans ce genre-là. Moi, je peux dire que j'ai passé un assez bon moment, c'est bizarrement à dire, et que le message est passé. Voilà, le message est passé. Et la toute fin, ça tue. Je pense que c'est cette fin qui a déterminé le côté Palme d'Or, puisque elle ouvre le champ du film encore plus fortement, grandement. Ouais. Cette fin, elle tape là où il faut, quoi. Ensuite, j'ai vu le nouveau film de Joachim Trier, le réalisateur de Julie en 12 chapitres, qui retrouve Renate Rinze pour ce film-là, qui est Sentimental Value, qui va s'appeler Valeurs sentimentales en français. Apparemment, ils vont traduire le titre, et qui lui va sortir en août sur nos écrans. J'ai pas été le spectateur sensible trop à ce film-là, ça reste une sorte de drame bourgeois qui raconte des trucs qui sont un peu déconnectés de la réalité des 98% d'autres personnes qui vivent sur cette planète. C'est un de ces problèmes de son cinéma. Dans Julien Duchapitre, il y avait la même chose. Il y a un moment où le film il tombe dans ce truc-là où en fait c'est des problématiques qui touchent que très peu de gens et donc et qui il en fait des tonnes en termes émotionnels, comme pour nous faire pleurer, alors que, en fait, si on y réfléchit à 2 secondes, on n'a pas accès aux privilèges qu'ont les personnages dans ce film. Et c'est exactement le cas dans Sentimental Value, qui parle notamment d'héritage, en quelque sorte, qui essaye de pas être dans un drame où ça s'engueule, où ça s'écharpe et tout. Et donc, on oublie une donnée importante qui est celle de l'argent. Il y a mis en scène dedans la maison familiale, elle est un peu le leitmotiv qui suit tout le film, mais on ne parle jamais de ce qu'est le rapport de possession dans une famille comme ça. Mais là où cette bande de Danois, c'est des Danois, ont tendance à un petit peu m'énerver aussi dans un certain côté, c'est qu'il y a des putains de scènes au milieu de ça. Il y a une scène de pièce de théâtre juste avant avec Renate Rinze qui fait une sorte de crise d'angoisse qui est génialissime en tout point, en mise en scène, en tout, c'est incroyable. Et il y a plusieurs moments comme ça très forts cinématographiquement qui sont vraiment de la maestria de toutes parts. Donc voilà, un peu mitigé avec ce Valeurs sentimentales qui est, je crois, le prix du jury. C'est le prix du jury, hein, carrément. Voilà. Un peu déçu en vrai, mais peut-être à revoir dans un autre mood, je sais pas. Mais la vraie surprise, le film que je vous encourage à aller voir dès qu'il va sortir, et ce sera pas avant 2026 apparemment, c'est dur, hein, donc je vais pas trop en parler, mais retenez ce truc-là, c'est L'Agent secret de Kleber. Alors attendez, parce que le nom, ok. De Kleber Mendonça Filho, film brésilien, cinéaste brésilien, qui parle de sa ville dans ce film, de son histoire aussi. C'est un long film qui dure bien 3 heures, je crois, ou 2h40, un truc comme ça, avec Wagner Moura, qui a eu le prix d'interprétation, et le film a eu aussi un autre prix, je crois qu'il a eu le prix spécial ou un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, ça a été un de ses films primés, et pour moi, ça a été vraiment dans les 3 films-là, celui-là où j'ai fait « Waouh, ça c'est un grand film, quoi !» Et pas tant pendant la vision du film, c'est-à-dire c'est un film qui infuse, c'est un film qui prend son temps, qui est un peu, qui se balade comme ça, et qui se balade d'une manière absolument incroyable entre plusieurs genres, plusieurs époques, plusieurs thématiques. Quand on sort de ce film-là, tu fais le résultat des courses et tu fais « Waouh, mais on vient de passer un gros film, une fresque, quoi ». Je vous en dis pas plus, je vous dis même pas ce qui est vraiment l'histoire du film, parce que le titre joue de ça aussi, en quelque sorte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que foncez le voir hein, dès qu'il sortira, ça vaut vraiment le coup. Il faut prendre son temps, il faut rentrer dans l'atmosphère du film, et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et beaucoup d'émotions sur ce que ça raconte au fond. Et avant de vous dire au revoir, je vais vous parler un tout petit peu de la suite de mon expérience de cette série qui s'appelle Severance, et que tout le monde a vu et que tout le monde parle de partout. J'ai abandonné. Parce que les défauts que je pouvais lui voir le mois dernier, que je vous ai raconté le mois dernier, se sont avérés encore plus gros, et j'ai trouvé ça lourdeau,
Peut-être que je reprendrai plus tard, mais en tout cas, là, j'étais un peu fatigué à chaque fois que je lançais un épisode, donc stop. Vous savez très bien ce que ça fait, ça. Tu sais, la série que tout le monde me parle et que toi, t'es là, tu fais, je comprends pas, c'est quoi? Oui, c'est beau, oui, c'est bien écrit, oui, c'est bien joué, mais moi, ça me touche pas. Et voilà, c'était mon bilan du mois de mai, des films que j'ai vus, parce que j'ai vu que des films le mois dernier. On se retrouve le mois prochain pour le même type de vidéo. J'espère cette fois-ci que j'étais un peu plus court et que ça restait quand même toujours un peu intéressant à suivre. Merci de votre fidélité, merci de vos likes, de vos commentaires, ça fait toujours plaisir. La preuve, c'est que ça m'a donné une recommandation que j'ai vue, bon, quelques mois après, mais là, c'était Strange Darling. Merci à toi encore, je sais même plus le nom, alors que tu commentes tout le temps, je le sais. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un like. Moi, je vous dis dans tous les cas au mois prochain pour un nouveau bilan. Ciao Internet!